Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici les principaux titres. Le charançon rouge a déjà tué 32 palmiers. Les autorités essaient de contenir le mal. L'hépatite est une véritable endémie en Mauritanie, des chiffres qui parlent. Et puis la Mauritanie fait partie des pays pionniers en matière de production d'énergie renouvelable. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Ils sont 11 gardes à avoir été présentés au parquet de la wilaya de Nouakchott-Ouest pour avoir été coupables de négligence dans l'affaire de l'évasion de Cheikh Ould Salek, le condamné à mort d'Aqmi. Les 11 gardes, dont une femme, auraient fait preuve d'indulgence, ce qui a profité ainsi au prisonnier salafiste qui est tranquillement sorti de la prison déguisé en femme. C'est bien parce que la femme garde était absente que le contrôle ne s'est pas fait ce jour-là. Pour ce qui est de la cavale de Ould Salek, il court toujours. Le charançon rouge continue de faire peur à Tijikja devant l'équipe de Sahel TV dépêchée sur place. Le wali de la région, Sidi Mouloud Ould Brahim, a déclaré que 32 palmiers ont été jusque-là détruits pour contamination importée. L'insecte a visiblement fait sa mue pour s'adapter aux conditions locales. Arrivé à l'âge adulte, il est capable de voler et de faire 7 km par jour. C'est pourquoi il importe de le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Rappelons que le département de Tijikja compte 256 770 palmiers répartis sur une surface de 1888 hectares et profite à 4380 exploitants. Le rendement du palmier est en moyenne de 35 kg environ pour une production totale de 5343 tonnes de dattes par an. Ce n'est donc pas par hasard que Tijikja a longtemps attiré le plus grand festival des dattes du pays. En Mauritanie, quelques 6000 personnes sont atteintes d'hépatite selon les estimations du département de la santé. Sur ces chiffres, 1 à 5% d'hépatiques meurent en Mauritanie sur une population qui tourne autour de 3 millions d'habitants. Mohamed Lamine Seyidi nous en dit plus. L'hépatite est une inflammation aiguë ou chronique du foie. Elle peut être causée par des virus et peut avoir de graves effets sur la santé. Plusieurs formes différentes du virus existent, notamment les types A, B, C, D, E et G. En Mauritanie, l'hépatite constitue un problème de santé publique, en particulier l'hépatite B qui connaît, selon des études récentes, un accroissement alarmant du fait du nombre élevé des personnes atteintes. La contamination parallèle par le virus B et le virus D, très répandu en Mauritanie, constitue un facteur aggravant le risque d'hépatite. Selon les informations de l'Organisation mondiale de la santé, le risque de décès par cirrhose ou cancer dû au virus de l'hépatite B est de l'ordre de 25% chez les porteurs adultes chroniques si l'infection a eu lieu pendant l'enfance. Plus de 80% des Mauritaniens ont été en contact avec le virus, bien que seulement 10 à 20% seraient des porteurs. Ces derniers risquent à leur tour de contaminer les autres, sauf s'ils sont traités. Et pour lutter contre ce fléau, une nouvelle infrastructure sanitaire a été créée et financée par la Fondation de la Société nationale industrielle et minière, SNIM, pour un coût de 7 millions de dollars avec une capacité globale de 20 lits, dont 10 pour le traitement et 10 pour l'hospitalisation, un service de radiologie et un service endoscopie. La réalisation de l'Institut national de virologie et lutte contre l'hépatite est l'aboutissement d'un processus entamé à partir de l'année 2010, avec l'élaboration d'un programme national de lutte, un programme obligatoire de vaccination 2011, un projet de prévention et de dépistage et un programme de recherche. L'hépatite touche 350 millions d'individus à travers le monde. En Mauritanie,
Le taux de prévalence de cette pathologie est de 15%. Et pour plus de détails, nous recevons ce soir sur ce plateau Dr Elboul Brahim Val, président de l'Association mauritanienne de lutte contre les infections virales. Docteur, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons suivi ensemble ce reportage de Mohamed Lemine Seidi. Quelles sont vos impressions par rapport à ce taux élevé de personnes atteintes d'hépatite en Mauritanie? Cela revient au fait à des choses. Comme dans le reportage, il a été indiqué que la prévalence en Mauritanie va de 15% à 20%. Si on fait une exploration sur le nombre de la population mauritanienne, c'est aux environs de 500 000 porteurs. Et parmi ces 500 000 porteurs, il y en a certains qui feront une cirrhose, qui est la maladie. Donc c'est entre 1 et 5%, donc ce qui représente 6 000 malades par an. Donc c'est une prise en charge coûteuse à l'État. C'est pour cela qu'il y a eu des décisions pour une sensibilisation de la population et la prise en charge de ces maladies. Deuxièmement, c'est aussi dit à l'ignorance. C'est que ces virus existent parmi nous et qu'on l'ignore. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'il y ait une politique continue de sensibilisation pour éradiquer cette maladie un jour de la Mauritanie et diminuer le taux. Ce taux, c'est des résultats des études qui ont été faites entre les années 2005 et 2010. Le taux actuel, il a été baissé parce qu'il y a quand même une politique de sensibilisation depuis 2005. Depuis 2005. Docteur, quel est en fait ce mal qui ronge? C'est quel type d'hépatite et comment ça se transmet? Voilà, ce qui existe en Mauritanie, c'est l'hépatite B et aussi l'hépatite delta. Et on sait que les hépatites, ils sont dus à plusieurs virus, du chiffre de la lettre A jusqu'à la lettre G, donc pour ne pas citer toutes. Mais ce qui est le plus prévalent en Mauritanie, c'est l'hépatite B et D. Et lorsque le D ne peut pas vivre tout seul, donc il lui faut le B. Donc une personne qui est porteuse du virus B, un jour il peut s'associer le D et ça donne un risque plus élevé de faire une cirrhose dans la vie, surtout que la personne elle continue à vivre, elle prend des traitements, elle tombe malade. Tout cela fait que un jour on aura cette maladie et aussi c'est une maladie qui est lente. Ce n'est pas lorsqu'on est contaminé, on ne fera pas la maladie le premier jour. On le fera dans 20 ans, dans 40 ans. C'est pour cela on a 6 000 cas de ces 500 000. Comment elle se transmet en fait? Alors la transmission, ce qui est académiquement connu ou médicalement, c'est que c'est une transmission sexuelle. Mais ce qui existe en Mauritanie, c'est une transmission mère à enfant due à l'ignorance. L'homme se marie sans connaître son statut de porteur ou non. Il se marie à une femme qui n'est pas porteuse. Il va la contaminer. À son tour, elle contamine ses enfants et ça devient comme si c'est héréditaire. C'est cette ignorance-là qui fait qu'on a un taux qui est élevé. Et parmi ces taux élevés, il y en a 1 à 5% qui feront la maladie après. Et par exemple, 40 ans. dans le mode de sensibilisation que vous faites, conseillez-vous aux gens avant de se marier de faire un test de dépistage? Effectivement, et on est très content parce que au fur et à mesure des années de sensibilisation, on reçoit de plus en plus de couples qui veulent avoir un dépistage avant le mariage. Et on a eu des cas vraiment jolis que ils ont retardé le mariage de 6 mois, le temps qu'on vaccine la mère qui était pas porteuse, alors que le mari il était porteur. Et après les 3 rappels de vaccination, ils se sont mariés et après une année, ils sont venus dans notre laboratoire pour faire un test de grossesse. Merci beaucoup, docteur. La dernière question, en tant que docteur, que conseillez-vous aux malades atteints de l'hépatite? Le conseil, c'est de connaître la prise en charge en Mauritanie. C'est qu'actuellement, comme vous avez dit dans le reportage, il y a maintenant un institut national de virologie et de pathologie. On a un point d'attache sur lequel on peut se référer. C'est une grande évolution. Et c'est rare. On est parmi les seuls pays d'Afrique qui a une structure pareille.
Il y a l'Égypte, et après l'Égypte, c'est la Mauritanie qui a cette institut. Donc c'est une grande faveur, et je peux dire que sur le plan de prise en charge de l'hépatite, la Mauritanie, alhamdoulilah, on est très en avance, et on en est fiers. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Je rappelle que vous êtes docteur El-Boul Brahim Wal, président de l'Association mauritanienne de lutte contre les infections virales. Je vous remercie encore une fois. 61 médecins entre généralistes et spécialistes vont à la retraite, soit environ 9% de l'effectif, ce qui repose le problème du recrutement d'un personnel suffisant. On sait que la Mauritanie n'a pas assez de médecins alors qu'il en existe au chômage. C'est au ministère de la Santé de savoir comment pallier le manque qui s'annonce. Depuis une douzaine de jours, une fumée due aux incendies au niveau des dépôts d'aliments de bétail sur la corniche qui mène à la plage de Nouakchott menace la santé des populations. L'équipe de reportage de Sahel TV s'est rendue sur les lieux. Fatima Di nous en dit plus. Voilà ce qui reste des aliments de bétail au niveau de ce dépôt du commissariat à la sécurité alimentaire se trouvant non loin de la Sokojim plage. Des milliers de tonnes de racal, de blé et de riz est stocké dans ces magasins ont pris feu il y a plus de 2 semaines sans que personne ne puisse donner les raisons de cet incendie. Malgré tous les efforts entrepris par les soldats de feu, le feu demeure à l'intérieur des magasins et dégage d'énormes nuages de fumée qui rendent difficile la respiration des riverains. Les populations de cette zone ont entrepris plusieurs tractations au niveau des services concernés pour trouver une solution à ce problème. Mais cela est resté sans suite. Ces ouvriers sans masque ni gants qui travaillent dans des conditions inexplicables ont pour mission de transférer ces produits d'aliments de ces magasins vers d'autres magasins en ville afin de prévenir sa détériorisation. Les énergies renouvelables, éoliennes et solaires occupent désormais une place importante dans la stratégie de développement durable initiée par les pouvoirs publics en Mauritanie. El Ali Abbas Cheikh El Hadrami, reportage. La Mauritanie met le cap sur les énergies renouvelables et propres. Celles-ci présentent aujourd'hui 25% des capacités installées et leur production assure la couverture de 32% de la demande en électricité dans le pays. Les autorités ont fait du développement du potentiel éolien et solaire une priorité du secteur de l'électricité. L'inauguration de la première centrale éolienne marque une réelle avancée. Avec ce nouveau parc éolien, la Mauritanie dispose d'une nouvelle source d'énergie renouvelable propre pour l'environnement, économiquement viable et techniquement fiable. Cette centrale éolienne d'une puissance de 30 MW contribuera à elle seule en 2016 à hauteur de 13,6% des besoins en énergie électrique du réseau de la Somelec. En effet, la Mauritanie compte différentes sources d'énergie renouvelables. Le potentiel photovoltaïque solaire est estimé entre 2000 à 2300 kWh. Le potentiel photovoltaïque solaire est estimé entre 2000 à 2300 kWh par mètre carré par an. Les mesures de rayonnement les plus faibles correspondent aux ressources solaires les plus élevées. Pour l'éolien, les valeurs sont toutes aussi élevées, mais elles sont plus localisées autour des zones côtières avec une vitesse de pointe des vents pouvant atteindre 9 mètres par seconde dans la région de Nouadhibou. Ces potentiels de ressources indiquent que la source d'énergie renouvelable peuvent être compétitives face à l'électricité produite à base de fioul lourd dans la plupart des régions, moyennant un équilibrage de la charge pour tenir compte de fluctuations dans la production. Les énergies renouvelables, éoliennes et solaires occupent désormais une place prépondérante dans la stratégie de développement durable initiée par le pouvoir public en Mauritanie. Déjà, la Mauritanie est alimentée en énergie hydroélectrique à partir du barrage de Manantali, de quoi envisager un bel avenir pour les énergies propres et peu coûteuses dans le pays. Merci à vous, Ali Abbas Cheikh El Hadrami. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec Ismaël Mustafa Tandia. À Bangui, en Centrafrique, les résultats provisoires des élections législatives ont été publiés par l'autorité nationale des élections. De nombreuses questions se posent après ces résultats. Seulement 22 candidats sur 140 sièges disponibles ont été élus dès le premier tour.
plus d'une centaine de circonscriptions dans le pays vont donc organiser un second tour, alors même que le premier s'est déroulé de manière chaotique. C'est son organisation qui pose question, car dans beaucoup de provinces, il n'y a même pas eu de premier tour et pour cause, les bulletins de vote ne sont jamais arrivés. Sans oublier les erreurs d'impression ou les procès-verbaux mal remplis qui rendent les résultats invalides. De nombreuses anomalies donc sur lesquelles la Cour constitutionnelle va se pencher. La Cour devra décider notamment de l'organisation de législatives partielles. Ces résultats provisoires donc ont été publiés une semaine après ceux de la présidentielle. Le second tour lui est toujours fixé au 31 janvier, mais il y a peu de chances qu'il puisse se tenir à cette date. L'autorité nationale des élections attend les décisions de la Cour constitutionnelle avant de se prononcer. En Turquie, un attentat à la voiture piégée a fait 6 morts et 39 blessés dans le sud-est du pays. L'explosion qui a eu lieu près d'un commissariat a été d'une violence telle qu'un bâtiment adjacent dans lequel résidaient les policiers et leurs familles s'est effondré. Les assaillants ont ensuite poursuivi leur assaut avec des lance-roquettes. C'est à Sinar, dans une banlieue de Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde du pays, que l'attentat a été perpétré. Il a été attribué par les autorités au Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK a repris depuis l'été dernier les combats avec les forces de l'ordre après 2 ans de trêve. Les auteurs de l'attaque sont pour l'heure introuvables. La police qui a quadrillé la zone poursuit ses recherches. En Indonésie, plusieurs explosions et des coups de feu ont été entendus à Jakarta, le centre de la capitale, ce matin. Au moins 7 personnes auraient été tuées, dont les assaillants selon un bilan provisoire. Au moins 2 kamikazes se sont vraisemblablement fait exploser. Ce quartier de la capitale indonésienne abrite les bureaux de plusieurs agences de l'ONU et des ambassades, notamment celle de la France. De plus, à l'approche de policiers armés, des tirs ont été entendus à l'extérieur d'un café Starbucks. Les attaques ont été déclarées terminées et la police a indiqué qu'il n'y avait plus d'assaillants en fuite. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque par le biais d'une agence de presse proche de l'organisation. Les combattants de l'État islamique ont mené cette attaque ce matin en visant des étrangers et les forces de sécurité chargées de les protéger dans la capitale indonésienne, rapporte l'agence AMAC sur le service de messagerie instantanée Telegram. La police indonésienne était en alerte maximale pendant les fêtes de fin d'année en Indonésie, après avoir déjoué un attentat suicide projeté à Jakarta pour le Nouvel An par des extrémistes présumés, pour certains liés à l'organisation État islamique selon la police. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé ce jeudi la fin officielle de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. En 2 ans, elle aurait fait 11 000 morts. Le Nigeria a franchi ce jeudi le seuil de 42 jours sans nouveau cas d'Ebola. 42 jours, c'est 2 fois la durée maximum d'incubation du virus et le délai nécessaire pour considérer que l'épidémie est terminée. La Sierra Leone avait atteint ce stade le 7 novembre et la Guinée le 29 décembre. 3e pays touché par l'épidémie, le Libéria est donc considéré comme libéré d'Ebola depuis ce 14 janvier. L'épidémie a débuté en décembre 2013 en Guinée, avant de se propager au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria et au Mali. Des cas seront recensés dans 10 pays, dont l'Espagne et les États-Unis. Sur 28 637 malades recensés, 11 315 sont décédés selon le bilan officiel. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des principaux titres. Le charançon rouge a déjà tué 32 palmiers. Les autorités essaient de contenir le mal. L'hépatite est une véritable endémie en Mauritanie, des chiffres qui parlent. La Mauritanie fait partie des pays pionniers en matière de production d'énergie renouvelable. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, je vous retrouve dans une poignée de secondes pour le jeu concours culturel de Moritel Mobile. À tout de suite.